quand on sera live. Vas-y, Monet. Oui, c'est bon, on est en live, vous pouvez commencer. Bonjour tout le monde, bonjour le Cameroun, bonjour l'Afrique, bonjour la planète. Je suis Armand Guetty. C'est un plaisir exceptionnel pour moi de me retrouver ce matin du 19 octobre 2022 ici en ligne au Web Workshop organisé par Africa Now. Il s'agit d'une initiative qui personnellement me touche parce que fondamentalement, elle touche à des sujets structurels dans l'achèvement des objectifs stratégiques de développement durable des pays, mais également dans la consolidation de l'acquis de la zone de libre-échange qui est entrée en vigueur depuis quelques mois et de plus en plus se fait ratifier par des pays. Je suis honoré de pouvoir faire cette présentation sur la technologie blockchain. Euh, Aujourd'hui, il s'agit notamment d'une technologie qui fait de plus en plus parler d'elle et les politiques, les pouvoirs publics, les décideurs de plus en plus essayent d'en savoir plus et plus de voir dans quelle mesure trouver un cadre normatif pour que ces technologies et ces applications corollaires puissent prospérer dans leurs zones d'influence respectives. Bon, notre agenda aujourd'hui va osciller autour de 5 points. Le premier sera l'introduction. Le second, on va dire un peu, voilà, qu'est-ce que c'est que la blockchain. Déjà, je tiens d'entrée de jeu à recadrer un peu ma présentation. Il ne s'agit pas d'une présentation technique. Il ne s'agit pas d'une présentation, entre guillemets, sur les crypto-monnaies parce que je sais que le sujet des crypto-monnaies déchaîne beaucoup de passion. C'est une présentation extrêmement stratégique, orientée pour les décisionnels et les politiques. Donc, c'est une présentation orientée sur des faits établis et théoriques qui ont un ancrage purement institutionnel et axé sur la définition des grandes politiques d'orientation publique sur la blockchain, ses applications et tous leurs impacts sur les autres secteurs structurels des économies sous-jacentes. Donc, on va d'ailleurs aller pas à pas dans les 8 piliers stratégiques euh, que la blockchain possède en interaction avec les différents constituants structurels que je viens d'évoquer il y a un instant. Et puis après, on va terminer avec l'impact en termes d'opportunités et de freins sur l'Afrique parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui est sur le chemin pour utiliser la pleine puissance des technologies pour pouvoir corriger ses, ses choix et son passé économique et puis envisager éventuellement de lendemains meilleurs à travers une meilleure appréhension des challenges du développement durable participatif. Et puis enfin, on aura une conclusion qui viendra clôturer ma séance d'aujourd'hui. Donc, qui suis-je? Voilà, qui suis-je? Je suis un passionné. Je suis un passionné. J'ai la chance d'avoir manipulé un ordinateur à 7 ans. Et cet ordinateur, l'écran que je voyais fluorescent et tout m'a donné cette passion pour l'univers du numérique. Et j'ai pratiqué ça assez longtemps. Voilà, depuis mon adolescence, l'université,
voilà, le milieu professionnel de l'informatique. Et puis aujourd'hui, je suis un doctorant chercheur, entrepreneur, dirigeant d'entreprise de nationalité camerounaise. Bon, c'est vrai que je me définis plus comme un panafricain de la nouvelle génération. Euh, je suis spécialiste et multi-architecte dans l'industrie des technologies de l'information et une cinquantaine de certifications de l'industrie environ. Je suis expert en TIC appliqué à l'éducation au XXIe siècle. Euh, voilà, j'ai notamment travaillé et interagi sur le framework de l'UNESCO, voilà, de l'éducation et les technologies pour les éducateurs. Je suis formateur certifié et formateur des formateurs dans l'écosystème de Microsoft depuis presque 10 ans aujourd'hui. J'ai formé environ 6500 personnes sur 14 pays sur voilà, les technologies de dernière génération, le cloud, les infrastructures consolidées, les applications de productivité professionnelle, notamment les ERP, les CRM, puis les applications de productivité. Donc, j'ai conseillé beaucoup de partenaires intégrateurs de solutions à travers le continent et en Asie. Je suis spécialiste en stratégie digitale avec environ 10 ans d'expérience dans le domaine sur 3 continents. Donc, j'évolue principalement entre l'Amérique, l'Afrique et l'Asie à l'époque. Donc, je suis co-auteur du curriculum de formation des consultants blockchain à la Government Blockchain Association. On a travaillé extensivement pendant 2 ans et demi à concevoir le programme de formation des consultants qui aujourd'hui est un standard international. Je suis co-auteur de ce curriculum-là et on a formé beaucoup de certifiés aujourd'hui sur environ 120 pays et on en est très fiers. Donc, pour ceux qui aimeraient me contacter, nous avons l'image de mon compte LinkedIn juste à côté. Vous pouvez taper juste intégralement mon nom. Et si ça s'affiche comme vous voyez à l'écran, c'est effectivement mon compte. Donc, nous allons démarrer notre présentation voilà, par les 8 piliers stratégiques de la blockchain. Donc, aujourd'hui, la blockchain est quittée du stade de la technologie de laboratoire à la technologie mainstream. Mainstream, ça veut dire elle entre de plus en plus dans les échanges économiques, elle entre de plus en plus dans les usages au quotidien des personnes physiques ou des personnes morales. Et de cette percée fulgurante de la technologie blockchain ces derniers temps fait en sorte qu'elle doit absolument interagir, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, avec d'autres secteurs structurants de l'économie. Et nous allons voir ces différentes interrelations avec les 8 piliers stratégiques. Donc aujourd'hui, parlant des 8 piliers stratégiques, nous avons autour de la blockchain, comme je l'ai dit une fois de plus, beaucoup d'éléments fondateurs structurels. Je peux affirmer de toute économie. Et avant d'entrer dans la présentation des 8 secteurs stratégiques, je vais un peu m'hasarder à donner une définition assez pratique de ce que c'est que la blockchain. Donc, la blockchain est une sorte de protocole qui combine un ensemble de technologies ensemble, notamment l'interconnexion des appareils électroniques. Cette interconnexion peut être faite par l'Internet ou par tout autre réseau. Et puis ensuite, de la cryptographie, c'est-à-dire qu'il y aura un procédé à chaque fois qu'il y a une transaction de cryptographie qui va
faire des challenges mathématiques et résoudre des problèmes complexes pour voilà, générer un résultat qui sera inviolable. Donc, il y a du hashing. Le hashing va en fait embrouiller les thèmes, c'est-à-dire quand vous faites une transaction informatique, il y a des thèmes qui sont générés généralement en binaire dans les systèmes d'information et puis le hashing va embrouiller ces thèmes-là à des thèmes un peu plus complexes. Donc le hashing va venir s'ajouter sur la cryptographie. Et puis après, il y a ce mix-là qui est mis tout ensemble autour d'une logique algorithmique, c'est-à-dire qu'on va développer des algorithmes qui vont définir comment ces enchevêtrements de technologies fonctionnent ensemble. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir établir un consensus de confiance dans un environnement a priori dans lequel il n'y a pas de confiance. Parce que la confiance peut être considérée comme la base de toute activité, de toute interaction dans un système économique. Donc ici, avec les événements qui ont fait apparition ces derniers temps dans le monde, il y a une sérieuse crise de confiance envers les banques centrales, envers les gouvernements centraux. On voit beaucoup de coups d'État en Afrique. Il y a des révoltes dans les casernes, voilà, dans les entreprises, beaucoup de défections, les taux de rotation sont élevés, donc la confiance est un challenge structurel. Et, et dans cet environnement où on a l'explosion de l'Internet des objets, euh, euh, pourquoi ne pas penser différemment le paradigme de la confiance en faisant plutôt confiance aux algorithmes qui, eux, sont inviolables? Donc, je crois que c'est dans cette lignée que rentre la blockchain. Donc, comme j'ai dit, pour résumer, c'est un ensemble de technologies enchevêtrées ensemble avec pour objectif de garantir, d'établir une zone de confiance dans un écosystème a priori dans lequel il n'y a pas de confiance. Donc, c'est ce que je peux dire en définition assez simple de la blockchain. Maintenant, en parlant des 8 piliers stratégiques, nous avons le premier qui est la blockchain, la sécurité et interopérabilité. Nous avons la politique et la réglementation et loi sur la blockchain. Nous avons la blockchain et l'exploitation de données. Nous avons l'impact climatique de la blockchain et de la crypto-monnaie. Nous avons les contrats intelligents et automatisation. Nous avons la blockchain et l'identité numérique. Nous avons la gouvernance décentralisée et les nouveaux modèles. Et nous avons la tokenisation et actifs numériques. Donc voilà, en quelque sorte, les 8 piliers stratégiques. Maintenant, le premier que nous allons aborder, c'est effectivement la blockchain et l'identité numérique. Aujourd'hui, les experts, les académiciens sont formels. L'identité numérique est le socle de toute économie numérique. Et quand nous prenons les choses de cette posture-là, on se rend compte très rapidement que le paradigme de l'identité va être impacté par la technologie blockchain. Parce que de par la définition que j'ai donnée tout à l'heure, quand on dit que la technologie blockchain vient rétablir de la confiance, vient rétablir de la confiance dans un environnement où a priori il n'y a pas de confiance. Donc, quand on voit les choses de cette manière-là, on voit immédiatement l'identité. Dans les systèmes actuels, généralement d'identité, aujourd'hui, là, je suis au Cameroun, voilà, nous avons un système d'identité manuel, c'est-à-dire il y a une carte physique en main, et puis parfois la capacité de production, voilà, parfois quand on la perd, parfois voilà, on peut avoir son smartphone qui est un équipement qui peut garantir la confiance, mais il n'y a aucun moyen effectivement de prouver son identité avec son smartphone. Donc, on voit très rapidement que il faut absolument de nouveaux modèles et la technologie blockchain par ses propriétés peut effectivement
apporter beaucoup au secteur de l'identité numérique. D'ailleurs, on va le voir ici dans le développement interactif des questions structurelles que touche la blockchain et l'identité numérique. La première, c'est la première partie touchée, effectivement, c'est le secteur de l'identité numérique en lui-même, parce que tout à l'heure, j'ai pris un exemple des cartes physiques qui sont le standard ici au Cameroun, mais il y a beaucoup de réflexions de plus en plus au niveau des pouvoirs publics pour voir comment faire évoluer cette identité vers une identité numérique. Et puis là, si on la fait évoluer vers le numérique, il y aura deux possibilités. Est-ce qu'on l'implémente avec les technologies traditionnelles ou est-ce qu'on va sur la blockchain? Et je crois que ça, c'est des débats. Comme j'ai dit, c'est pas une session technique aujourd'hui, donc je suis plus dans la stratégie de très haut niveau, les stratégies macro, les éléments qui puissent permettre de guider l'action gouvernementale et de comprendre les impacts interrelationnels que génère la blockchain. Donc aujourd'hui, on a la santé globale parce que quand on dit identité, j'aime bien le projet actuel au Cameroun, à savoir la santé universelle. Nous avons un projet aujourd'hui au Cameroun appelé la santé universelle qui veut adresser les challenges de l'accès aux services de santé par la masse. Donc voilà, on a la capacité de la blockchain, notamment avec une autre composante qu'on va voir dans les piliers stratégiques qui sont les nouveaux modèles et les tokenisations et actifs. On va voir ça tout à l'heure. Donc, il y a la santé globale qui est directement impactée. On a des éléments comme la corruption qui sont directement impactés parce que vous voyez, quand on a une identité fiable, rétablie dans un environnement où la confiance est assez complexe, donc on se rend compte très rapidement que la blockchain peut adresser certains challenges de corruption de par ses propriétés de traçabilité et d'inviolabilité du système. On a l'économie numérique, comme j'ai dit tout à l'heure, l'économie numérique a pour socle l'identité numérique et la blockchain peut être ce vecteur qui va booster davantage l'économie numérique à travers la création de nouveaux modèles, de nouvelles valeurs, autant pour moi. Donc, nous avons l'avenir de l'informatique qui est aussi une composante qui a un lien direct euh, entre la blockchain et l'identité numérique. Donc, entre autres, nous parlons de quatrième révolution industrielle aujourd'hui. La quatrième révolution industrielle est un fait aujourd'hui. Et on a une explosion des objets connectés. On a de plus en plus d'objets cyberphysiques qui se connectent dans les industries et révolutionnent les manières de produire. Donc, vu les choses comme ça, on a un autre paradigme de l'identité qui est l'identité industrielle. Donc, il n'y a pas que l'identité des individus, il y a également de l'identité industrielle. Par exemple, les appareils qui sont connectés sont identifiés comment, ainsi de suite. Parce que si on prend le cas de la cybersécurité, par exemple, parfois, quand un hacker prend un système, il utilise l'impersonnalisation, c'est-à-dire il se fait passer pour un appareil qui en réalité est entre de mauvaises mains. Donc, vu les choses comme ça, on a l'impersonnalisation d'un appareil dont l'identité de cet appareil a été violée et pour commettre des dégâts. Donc, on a un corollaire également avec l'industrie. Donc, il y a la gouvernance de l'Internet qui est une composante assez importante liée au challenge de la blockchain et l'identité numérique. Donc, le second point que nous allons aborder, c'est la tokenisation et, et les actifs numériques. Donc, la technologie en elle-même n'est rien sans ses corollaires, sans ses applications, sans son développement dans le sens d'apporter des solutions au quotidien des entreprises et des personnes. Et l'un des piliers stratégiques, c'est effectivement la tokenisation et les actifs numériques. La blockchain permet effectivement les représentations numériques de la valeur. Ça peut être la valeur monétaire, notamment les crypto-monnaies. Ça peut être la valeur
fiduciaires, c'est-à-dire les réserves de change et tout au niveau de la banque centrale. On parle de concepts comme les banques centrales décentralisées aujourd'hui. Ça peut être les valeurs physiques, notamment un tableau, notamment une représentation. Ça peut être des valeurs immatérielles comme un son, la musique et tout. Vous voyez que on a notamment un corollaire de la blockchain qui est le non-fungible token, les NFT, qui en font beaucoup parler dans le monde aujourd'hui, la capacité de vendre des toiles numériques, la possibilité de vendre des terrains. Tout ça, c'est des valeurs, c'est des assets qui vont entrer dans le monde du numérique et puis être échangés, possédés et avoir une valeur qui peut croître ou décroître. Donc, quand on observe notre design interactif, on voit à quel point certains sujets sont affectés par la tokenisation des actifs numériques, notamment euh, les arts, les arts et la culture. J'ai évoqué les tableaux tout à l'heure, les pièces d'œuvre, voilà. C'est des éléments qui peuvent effectivement voilà, être transformés en valeur numérique. On a l'immobilier. Aujourd'hui, il y a plusieurs paradigmes. Il y a le paradigme de la valorisation numérique du patrimoine immobilier réel. Et il y a la question de la création du patrimoine électronique et immobilier virtuel qui permet de vendre des terrains en ligne, de vendre des espaces. Voilà, on parle de metaverse aujourd'hui. Le metaverse est une application de la technologie blockchain qui permet de créer une sorte d'environnement immobilier virtuel. On a des secteurs comme le système financier et monétaire qui sont touchés de plein fouet par la tokenisation et les actifs numériques. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec les banques centrales décentralisées, qui est un concept qui prend de plus en plus d'ampleur. On a la gouvernance agile aujourd'hui. Voilà, on peut plus gouverner au 21e siècle comme on gouvernait avant. Parfois, il faut donner un peu une partie des incentives, de tout ce qui est bénéfice, ou bien une partie, même parfois des composantes même structurelles de la gestion. Et ça peut se faire par la tokenisation ou la mise en actif d'un certain nombre de choses. On a encore une fois de plus l'innovation qui a impacté les banques de marché, les capitaux. On a la gouvernance de l'Internet une fois de plus. Et puis, voilà. Euh, on a un autre paramètre très important ici qui est la cybersécurité, voilà, qui est un élément pivot qui permet d'éviter de recréer le problème de confiance parce que fondamentalement, la blockchain vient rétablir la confiance. Donc, la cybersécurité doit augmenter les capacités de la technologie. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est ce que on peut retenir voilà, en essence de la tokenisation et les actifs numériques dans un sens de son interaction avec les autres secteurs structurels. Donc, le troisième, c'est effectivement la blockchain, la sécurité et l'interopérabilité. Toute technologie qui s'intègre dans un écosystème existant a besoin de manière critique de se rendre interopérable avec l'existant. Donc, l'interopérabilité, j'ajouterais même l'évolutivité de la blockchain parce que le caractère évolutif de la blockchain, surtout d'un point de vue du système d'information, est un gros challenge. On parle de scalability. Aujourd'hui, les architectes, les ingénieurs, designers de plateformes ou de framework blockchain insiste beaucoup sur son caractère évolutif. Par exemple, quand on la crée, avec le volume d'utilisateurs qui augmente, est-ce qu'elle peut évoluer des challenges comme ça? Et puis, plus important, quel est le corollaire avec l'interopérabilité? Donc, les aspects uniques et les vulnérabilités de la technologie doivent être prises en compte parce que toute technologie a une vulnérabilité. Maintenant, il faut voir
comment est-ce qu'on les prend en compte, et puis voilà, comment trouver des voies de contournement pour pouvoir faire un focus sur les bénéfices qu'elle apporte dans le sens du développement socio-économique. Donc, ici, au niveau de la blockchain, l'interopérabilité, il y a des concepts très importants comme l'avenir de l'énergie. Aujourd'hui, la blockchain utilise la capacité de calcul. Parce que quand on parle de cryptographie, c'est que c'est une activité qui est généralisée, donc ça utilise la puissance de calcul. Donc, parler d'interopérabilité, c'est comment la blockchain va évoluer avec les systèmes énergétiques actuels. Comment elle va évoluer avec les systèmes énergétiques actuels? Euh, comment effectivement, je parlais d'évolutivité tout à l'heure, comment la blockchain, en se vulgarisant davantage, quel est l'impact parallèle de l'évolution de l'offre énergétique, par exemple? Donc, cette interopérabilité entre les systèmes énergétiques et la technologie blockchain sont extrêmement critiques. D'ailleurs, je suggère qu'il y ait des forums ou des colloques techniques à ce sujet parce que la puissance de calcul a un corollaire direct avec l'application même de la technologie blockchain. Donc, nous avons entre autres les villes et l'urbanisation. On parle de smart city aujourd'hui, des villes intelligentes, mais les villes intelligentes, en réalité, c'est c'est des systèmes sociotechniques qui font s'encastrer la data entre les infrastructures fondamentales des villes et les services aux citoyens. Donc, si on voit la couche intermédiaire qui est la data entre les infrastructures et les services, on se rend compte tout simplement que la blockchain peut avoir un impact sur les villes et l'urbanisation parce que venant avec la data au milieu et étant à cheval entre les services, on a évoqué les actifs numériques tout à l'heure, voilà, la tokenisation, voilà. Donc, la technologie blockchain peut avoir un impact considérable au niveau de l'urbanisation et des villes dans un contexte où de plus en plus le concept de smart city évolue. Pareil pour le lien avec les infrastructures, comme j'ai dit, les villes modernes, c'est des environnements socio-techniques avec à la base des infrastructures et les services et la couche data, la couche des données qui s'incruste au milieu. Donc, la transformation numérique des entreprises, bien évidemment, aujourd'hui, la blockchain apporte beaucoup de sécurité aux entreprises qui aujourd'hui peuvent générer des valeurs numériques fiables, stables et inviolables et garantir de facto la confiance qui leur permettrait de convaincre davantage leur cluster de clients. On parle ici de justice et droit, et qu'aujourd'hui, quand on parle d'interopérabilité, par exemple dans le contexte d'une smart city, par exemple, si on touche les challenges notamment relatifs à la sécurité et l'interopérabilité dans le contexte de Smart City, ça a un corollaire direct avec le droit tout simplement. Quel est le droit du citoyen? Le droit de se mouvoir, le droit d'avoir accès à des services basiques, le droit de ne pas, les devoirs, parce que la justice a la dimension droit et devoir, les devoirs de ne pas impersonniser l'identité d'autrui, le devoir de ne pas voilà, diffamer les gens sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, donc il y a un corollaire direct entre la sécurité, l'interopérabilité, la justice et le droit. Et puis, bien évidemment, des concepts comme l'Internet des objets, euh, euh, l'intelligence artificielle, l'électricité. L'électricité, tout à l'heure, j'ai assez bien établi le rapprochement entre la blockchain et l'électricité. D'ailleurs, on va le voir dans le pilier stratégique sur l'impact climatique et autres que la technologie a. Et puis, les fabrications et les productions avancées. Donc, aujourd'hui, avec l'interopérabilité au niveau des chaînes de production, c'est possible de repenser totalement le paradigme de la production en milieu industriel.
Bon, le pilier 4, c'est les contrats intelligents et l'automatisation. Donc, la blockchain a un potentiel incroyable de tout changer, de la manière de produire, les modèles d'affaires qu'on va voir tout à l'heure. Et, et surtout, ça peut redéfinir le chemin entre la production et les modes de vie, tout simplement. Donc, comment en orchestrant les contrats intelligents et l'automatisation. Donc, revenons sur notre euh, diagramme interactif. Donc, quand on voit ici les interrelations entre la technologie blockchain et les contrats intelligents, automatisation et tout, donc on voit un impact sur le développement durable, voilà, parce que l'automatisation, quand on voit les changements successifs depuis la première évolution industrielle, la deuxième, la troisième, la quatrième dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'automatisation a joué un très grand rôle dans l'augmentation de la production. Et l'augmentation de la production a une incidence directe sur le développement durable pour les pays qui développent les capacités propriétaires à assurer cette automatisation-là. Donc, dans le développement durable, je recommande que les pouvoirs publics mettent un accent sur l'appropriation de la créativité au niveau des mécanismes d'automatisation utilisant la blockchain, par exemple, parce que elle a un corollaire direct avec le développement durable. Donc, entre autres, on parle de supply chain, de chaîne d'approvisionnement et transport ici, parce que quand on touche l'automatisation, les contrats intelligents, l'activité de la chaîne d'approvisionnement est extrêmement contractuelle. Beaucoup de contrats. Et voilà, quand on peut, sur une plateforme qui garantit la confiance de manière fondamentale, générer des contrats intelligents et les automatiser, ça booste de manière dramatique la chaîne d'approvisionnement. On a l'avenir de l'informatique, c'est l'automatisation, c'est les robots, c'est l'intelligence artificielle. Comme vous voyez ici, le contrat intelligent corrélé direct avec l'intelligence artificielle et l'avenir de l'informatique parce que c'est vers où le monde se dirige. Et voilà, donc on a les risques mondiaux, les risques de, voilà, aujourd'hui, il y a les risques climatiques, il y a les risques militaires, il y a les risques de la faim. Aujourd'hui, la planète est en train d'augmenter en population. On a la crise du blé. Les gouvernements réfléchissent comment produire du blé et de manière industrielle. Aujourd'hui, c'est un gros challenge dans mon pays, le Cameroun, par exemple. Comment produire le blé de manière industrielle? Donc, ici, je peux recommander de mener des réflexions sur le long terme qui touchent le développement durable et le lien structurel avec la technologie. Et puis, de l'autre côté, on a la construction des fermes de production smart qui peuvent orchestrer l'automatisation et la blockchain pour voilà, produire des quantités suffisantes pour nourrir le marché local et l'exportation. Donc, on a la suite, hein, après la production, on a la suite qui est le commerce international, les investissements, l'investissement en lien direct avec l'automatisation, parce que plus tu peux produire à de bas coûts, plus tu fais des démarches et plus tu intéresses les investisseurs. Donc, il y a strictement toujours une chaîne qui fait évoluer ces concepts ensemble. Donc, au point 5, nous allons évoquer la gouvernance. C'est vrai, la technologie, voilà, blockchain, intelligence artificielle, c'est des technologies superbes, voilà, mais au-delà d'être juste des technologies, elles touchent également les aspects liés à la gouvernance. Et le plus important dans un écosystème économique, elles touchent au modèle d'affaires, tout simplement, dans la nature distribuée avec ce réseau qui utilise des appareils interconnectés de manière distribuée
voilà, peut effectivement redéfinir beaucoup de paradigmes au niveau de la gouvernance et des modèles d'affaires. Donc, nous allons observer encore notre très cher tableau interactif ici. Donc, si on va au niveau de la gouvernance et décentraliser les nouveaux modèles, on voit que d'entrée de jeu, nous avons l'économie numérique qui est une fois de plus touchée, et notamment dans le segment de la création de nouvelles valeurs. On a la participation civique, parce que aujourd'hui, la gouvernance participative, on parle de décentralisation au Cameroun. Aujourd'hui, on est pour la décentralisation. Il y a de gros efforts. Un ministère, le Mindevel, qui a été créé pour accompagner la décentralisation. Donc, la décentralisation ne peut plus se faire à l'aide du numérique comme elle se faisait, voilà, comme elle se pratiquait avant. Aujourd'hui, on peut utiliser la puissance de la blockchain pour garantir une meilleure participation civique, une meilleure participation régionale dans le pays, dans le cas du Cameroun, par exemple, qui est divisé en régions. Et voilà, donc l'éducation et les compétences. Donc, les nouveaux modèles viennent avec un lot de nouvelles pratiques. Donc, il est très important d'arrimer les nouveaux modèles à l'éducation et les compétences pour, d'un côté, développer les compétences capables de développer sur des frameworks blockchain afin de créer de nouveaux modèles. Et puis, de l'autre côté, garantir un environnement éducatif généralisé où les gens appréhendent le nouveau paradigme et peuvent très facilement l'adopter dans le cas où un nouveau produit vient s'intégrer à leur mode de vie. Donc, nous avons les finances publiques et protection sociale. Aujourd'hui, la gouvernance décentralisée et les nouveaux modèles ont un impact significatif au niveau des finances publiques. Aujourd'hui, les partenaires internationaux des pays, les partenaires financiers institutionnels ont beaucoup plus d'accent porté au niveau du management public et des finances publiques et insistent sur l'orientation des politiques publiques au bénéfice social ou des actions à caractère à développer la structure sociale. Donc, dans ce contexte-là, on a la blockchain qui a son mot à dire au niveau de la gouvernance décentralisée et des nouveaux modèles. On a la gouvernance d'entreprise également, qui est un élément non négligeable. On a la main-d'œuvre et l'emploi, parce que quand on parle de nouveaux modèles, c'est de nouvelles opportunités. Donc, si on croise l'éducation et les compétences avec la main-d'œuvre et l'emploi, on se rend compte que la technologie blockchain peut être un vivrier incroyable en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée. On parle de gouvernance agile, voilà, que ce soit d'un côté secteur privé ou public, de plus en plus mène des réflexions sur de nouvelles méthodes de gouvernance agile qui permettent de réagir facilement aux challenges quand ils se posent et d'avoir une réactivité qui permet de très rapidement s'adapter et de trouver des solutions qui rendent tout le monde content rapidement. Donc, au niveau du pilier 6, nous allons voir voilà, l'impact de la blockchain, de l'exploitation des données, parce que à la base, nous avons les données qui sont véritablement le bien le plus important à l'ère du numérique. Donc, les données ont besoin d'une infrastructure solide et les données ont besoin de susciter des interactions ou des prises de décision.
Les données ont un corollaire structurel avec les prises de décision et les interactions. Et la technologie permet effectivement, technologie blockchain aura un corollaire direct avec la gouvernance de l'Internet, parce que l'Internet aujourd'hui, qui est un bien communautaire mondial, est géré sous une gouvernance, que ce soit régionale, par exemple, dans le cas de l'Afrique, on a l'Afrinic, ou bien globale. Voilà, donc l'exploitation de données et la blockchain ont un impact direct sur la gouvernance de l'Internet, sur l'Internet des objets, sur la quatrième révolution industrielle, par exemple, sur la médecine de précision. Vous voyez que si on définit la donnée comme quelque chose suscitant les interactions et tout ce qui tourne autour, ou les prises de décision, par exemple, on se rend compte que dans la médecine de précision, on peut exploiter les propriétés de la blockchain pour pouvoir attester des pratiques les plus fiables et de les verrouiller sur un système de confiance qui permet de maintenir des standards de précision, par exemple. Et dans ce contexte, la blockchain est extrêmement efficace, combinée aux autres technologies, notamment l'intelligence artificielle, parce que la blockchain, elle, est un framework, c'est un gros registre de pratiques cryptographiques, hashing, tout ça. Mais en réalité, la blockchain doit interagir avec les autres technologies, notamment l'apprentissage machine, le machine learning, l'intelligence artificielle et le data science, la science de données, pour pouvoir permettre voilà, d'exploiter les données et de les orchestrer sur de nouveaux modèles. Donc, on a l'avenir de la consommation qui est également voilà, un point très important, parce que quand on voit l'étude des habitudes de consommation aujourd'hui, elle génère beaucoup de données et comme je l'ai dit tout à l'heure, croiser ces données avec la technologie blockchain, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la science des données, on peut effectivement donner plus de fiabilité, ou bien orienter plus les consommations vers exactement ce que les gens attendent et certifier les parcours de chaîne de valeur de ces produits-là, de la production au consommateur final. C'est là que la technologie blockchain, de par ses propriétés, peut être très utile. On parle ici de valeur, on parle d'exploitation de données, l'exploitation de données. Quand je dis par exemple que on peut ramener un terrain physique dans le virtuel, voilà, c'est en fait créer une donnée représentative du terrain en question. Cette donnée elle va prendre une valeur dans l'avenir de la santé, des soins de santé, bien évidemment, voilà, qui a un lien avec la médecine de précision. L'avenir des médias et du divertissement, ça c'est une partie que j'aime personnellement beaucoup, l'entertainment, le sport, voilà. Donc aujourd'hui, il y a un contrat par exemple entre Microsoft et la Liga espagnole, et ce contrat a pour pied angulaire les données, c'est-à-dire que toutes les interactions au stade, il y a des capteurs qui prennent des données et puis ils étudient ces données avec précision et peuvent maintenant faire des modèles simulés, et ça peut même parfois orienter le choix des joueurs à recruter, des trucs comme ça. L'entertainment, on a une sérieuse crise au Cameroun aujourd'hui de droits d'auteur. On a une sérieuse crise de droits d'auteur aujourd'hui depuis des années. Depuis des années, on a changé plusieurs fois les entreprises en charge de collection des droits d'auteur et tout. Et je peux affirmer ici que la technologie blockchain peut définitivement résoudre le problème de droits d'auteur par son ancrage identitaire, ou bien sur l'identité si vous voulez, et par l'ensemble des orchestrations possibles d'un point de vue technologique et la création de nouveaux modèles d'affaires. Non seulement elle peut résoudre le problème, mais elle peut étendre la gestion des droits d'auteur à de nouveaux modèles qui feraient gagner beaucoup plus
de ressources financières aux acteurs de l'industrie créative et autres. Au point 7, voilà, nous allons, le pilier 7, nous allons parler de la politique, la réglementation et la loi sur la blockchain. Les lieux comme les pays comme la Suisse, hein, la Suisse c'est un modèle euh, de traction après qu'il y ait eu des politiques assez bien structurées, validées. Et on a eu un afflux d'entreprises sans précédent après que les pouvoirs publics aient adopté une position accommodante vis-à-vis de la réglementation et la loi de la blockchain. On a un pays comme la Centrafrique qui a pris le pas juste à côté de nous avec une réglementation sur la question. Beaucoup d'autres pays y travaillent et c'est un sujet extrêmement important parce que vu les secteurs structurels que touche la technologie, sa réglementation et sa régulation est extrêmement important. Donc ici, on voit sur notre schéma interactif les secteurs touchés par euh, la politique et la réglementation de la blockchain. Donc, le premier que je vais évoquer ici, c'est la transformation numérique des entreprises. Comment aujourd'hui redéfinir même les stratégies d'entreprise, comment redéfinir les stratégies d'entreprise, comment redéfinir les politiques, comment le gouvernement va arbitrer les interactions entre les entreprises. Par exemple, dans le commerce, il y a beaucoup d'interactions dans le commerce. Quelle est la réglementation qui peut s'appuyer sur la blockchain pour garantir un meilleur environnement commercial d'échange? Par exemple, au niveau des impôts, par exemple, sur la base potentielle de l'intégration d'un framework comme la blockchain dans le management des taxes et autres, comment redéfinir les politiques publiques et la réglementation dans un sens participatif, dans un sens win-win entre le secteur privé et le secteur public. Donc, le système financier et monétaire, voilà, aujourd'hui, l'une des applications fondamentales de la blockchain, à savoir les crypto-monnaies, a une incidence directe sur la perception même que le public a des systèmes financiers et monétaires. Donc, quand on fait, nous, à la Blockchain Association of Cameroon, nous sommes en train de préparer une sorte d'enquête sur la perception que les gens ont du système financier et monétaire après l'explosion des crypto-monnaies. Et voilà, d'ailleurs, nous cherchons des partenaires à ce sujet-là. Nous allons mener une enquête qu'on va étudier et faire croiser les données. Et des premières tendances que nous avons étant dans le domaine, c'est que la vie est très mitigée. Les gens ont une perception, surtout des systèmes monétaires supra-étatiques. Donc, les gens ont une très mauvaise perception. Les gens estiment que les actifs numériques issus de la blockchain leur donnent plus de liberté. Et dans cet environnement-là, il est très important que les politiques et la réglementation trouvent la formule pour faire cohabiter les actifs numériques, notamment financiers, crypto-monnaies et autres, avec les systèmes financiers et monétaires traditionnels. Donc, on va encore parler ici de gouvernance agile, d'innovation, de banques et marchés de capitaux. Parce que quand on parle de marché de capitaux, voilà, il y a un élément très important ici, c'est les appels à l'épargne publique. Vous avez vu qu'au Cameroun, il y a eu des scandales sur les appels à l'épargne publique, parce qu'on a eu des utilisateurs très peu protégés par la loi. On a eu de gros scandales de perte d'argent, des suicides, voilà, sur des appels à l'épargne publique, voilà, qui n'étaient pas vraiment régulés. Donc, voilà, la technologie blockchain, c'est bien, mais s'il n'y a pas un environnement politique et réglementaire, des lois solides pour encadrer ces usages, ça peut partir dans tous les sens. Donc, on a
La justice, c'est le droit, bien évidemment, la gouvernance de l'Internet. On a l'assurance et puis la gouvernance mondiale. Donc, ça, c'est des piliers que touchent les politiques et autres. Enfin, nous allons terminer par l'impact climatique de la blockchain et de la crypto-monnaie. Comme je l'ai dit dans mon propos précédent, euh, euh, l'enchevêtrement de technologies qui utilisent la blockchain est extrêmement énergivore. C'est très énergivore. Ça utilise beaucoup de puissance de calcul et ça laisse une empreinte considérable, notamment une application comme le Bitcoin qui utilise un algorithme de consensus basé sur la preuve de travail, le proof of work. Le proof of work qui lui demande qu'à chaque transaction, il faut faire un challenge mathématique cryptographique. Et ce challenge utilise de la puissance de calcul, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur des serveurs. Et quand on généralise, vous voyez le nombre d'utilisateurs du Bitcoin dans le monde aujourd'hui, si on calcule le prorata d'énergie utilisée par utilisateur par le nombre, c'est extrêmement énorme. Donc, ça laisse une empreinte carbone qui est non négligeable quand on pense aux politiques publiques et quand on pense à la question de la blockchain sous un aspect macro. Donc ici, une fois de plus, sur notre tableau interactif, nous avons comme élément d'entrée touchant l'impact de la blockchain et des crypto-monnaies, l'impact climatique. Donc l'impact climatique, voilà, on a une interpellation une fois de plus encore des systèmes financiers et monétaires parce qu'aujourd'hui, la blockchain n'est pas, notamment les applications de la blockchain dans les actifs numériques et les crypto-monnaies en particulier ne sont pas encore adoptées par tout le monde. S'il faut comparer euh, l'adoption à celle de la monnaie fiduciaire physique. Parce que quand on prend les volumes d'échanges financiers, la monnaie fiduciaire physique reste en termes d'échange extrêmement largement au-dessus de celle de la blockchain. Maintenant, le challenge au niveau des systèmes financiers, c'est le suivant. Système financier et monétaire. Si on évolue vers la monnaie numérique, les crypto-monnaies, par exemple, si on va sur les algorithmes proof of work, la question peut être, ce sera tout simplement catastrophique parce que si on généralise l'usage des crypto-monnaies utilisant un protocole comme le proof of work ou tout autre protocole similaire qui utilise la preuve de travail, donc par conséquent, la puissance de calcul, ça peut être catastrophique en termes d'empreinte carbone et de gestion énergétique. Donc, les crypto-monnaies, au niveau des réflexions dans les systèmes financiers monétaires, font face à un mur qui a un trait sur le climat et autres, l'empreinte carbone. Par contre, la technologie blockchain, le framework blockchain, utilise plusieurs types d'algorithmes de consensus. Donc ici, l'alternative peut être de mener des réflexions sur des algorithmes de consensus n'utilisant pas la preuve de travail, mais par exemple la preuve de participation, de proof of stake, tout simplement, le POS. Donc, ça peut être des méthodes de contournement pour éviter, parce que la plupart des personnes parlant de blockchain, surtout dans les systèmes financiers et monétaires, euh, font systématiquement référence au Bitcoin. Mais en réalité, la technologie blockchain a un enchevêtrement d'algorithmes de consensus qui n'utilisent pas forcément la preuve de travail, mais plutôt d'autres types d'algorithmes de consensus qui sont moins énergivores et parfois même pas énergivores du tout. Donc, voilà, les challenges liés au climat vont également affecter la banque et les marchés de capitaux qui vont considérer l'empreinte climatique comme un gros risque tout simplement, voilà, qui peut impacter sur le business après et par conséquent sur les investissements. Donc, on a l'avenir du progrès économique. Donc, l'avenir du progrès économique va se jouer avec l'énergie,
ça c'est clair. Et toute chose va se jouer avec le climat. Le progrès économique va se jouer avec l'énergie, va se jouer avec le climat. Donc, il faut trouver la juste formule. Bien évidemment, les changements climatiques, le développement durable, les nouvelles offres vertes. Donc, le challenge aujourd'hui, à un niveau macro, c'est pas de dire non. Vu l'importance que la blockchain a aujourd'hui, ce serait une erreur de dire non. Par contre, ce serait extrêmement flexible et agile de trouver des mécanismes pour que elle puisse s'intégrer à de nouvelles euh, innovations comme les offres vertes. On parle ici d'offres vertes. Comment adresser le challenge énergétique en allant sur du vert? Comment produire l'énergie dont a besoin la technologie de manière verte, sans laisser d'empreinte à la planète, par exemple. On a l'environnement et la sécurité des ressources naturelles, voilà, qui est très important aussi. On a un corollaire avec excusez-moi, les indicateurs climatiques, les mines et les métaux. Les mines et les métaux aujourd'hui, on a l'uranium, qui est un générateur exceptionnel d'énergie. Voilà, il y en a plein d'autres. Comment est-ce quel rôle, voilà, ces éléments peuvent jouer dans le futur de l'appréhension des challenges climatiques, de l'énergie verte durable. On a bien évidemment l'électricité et puis les investisseurs institutionnels. Bon, les investisseurs institutionnels seront très regardants sur l'impact qu'ont leurs investissements, tout simplement. Et l'impact climatique est un sujet global. C'est de grosses réflexions à l'international. Et voilà quelques pistes comme ça que je peux développer ici sur l'impact climatique et associés aux crypto-monnaies et autres. Donc aujourd'hui, quel est l'impact sur l'Afrique, tout simplement, s'il faut résumer très simplement, voilà. Donc, j'ai segmenté l'impact en deux dimensions ici. Sujet à débat, c'est des réflexions, sujet à débat, à développement. D'un côté, j'évoque l'impact sur l'Afrique avec les opportunités. On a la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui africaine a besoin de se prendre en main. Elle a besoin d'interagir sur de nouveaux modèles d'affaires. Elle a besoin d'être formée. Quand on voit ce dont on a parlé tout à l'heure, la jeunesse africaine peut aujourd'hui être le vecteur qui permet de passer à la vitesse supérieure. On a la coopération régionale. On parle de zones de libre-échange africaines aujourd'hui. On parle d'échanges sous-régionaux aujourd'hui. Dans cet enchevêtrement où de plus en plus est recommandée la collaboration globale, quelles peuvent être les opportunités de la blockchain? S'appuyer sur les technologies numériques. Aujourd'hui, les gouvernements veulent de plus en plus s'appuyer sur les technologies numériques et elles ont besoin des technologies les plus fiables, des technologies les plus intégratives, agiles, le développement durable, la diversité et l'inclusion, la sécurité identitaire. En Afrique aujourd'hui, quand on prend un pays comme le Cameroun, qui est un pays extrêmement stratégique, à cheval sur le golfe de Guinée, on a des déplacements qui viennent de la Centrafrique, on a des déplacements qui viennent du Tchad, on a des déplacements qui viennent du Nigeria et vice-versa. Voilà, tout ça, voilà, quelle est l'opportunité de la blockchain aujourd'hui au niveau de la sécurité identitaire? Et le cas du Cameroun est un cas qui n'est pas isolé. On a la Côte d'Ivoire qui est à peu près dans une situation similaire des pays tampons. La traçabilité post-Covid, aujourd'hui, de gros fonds ont été mobilisés pour voilà, adresser les challenges du Covid sur l'Afrique. Et voilà, aujourd'hui, je crois que la clé de la confiance avec les partenaires institutionnels sera effectivement de pouvoir assurer cette traçabilité post-Covid. Et il faut des outils pour ça. Donc, c'est une grosse opportunité, la blockchain. Maintenant, les freins aujourd'hui, c'est le taux de pénétration de l'Internet qui malheureusement est toujours très, très faible. Le degré de littérature digitale, toujours pas au niveau acceptable.
Voilà, donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de managers old school, entre guillemets, comme on dit. Il y a beaucoup de managers old school. Il y a beaucoup réfractaires toujours au changement. Ça évolue, mais il y a beaucoup de travail à faire à ce sujet. On a les offres de formation qui soit ne sont pas encore bien élaborées de manière inclusive ou s'adaptant au contexte local, soit qui ne sont pas encore disponibles à la masse et que, par exemple, comment développer des frameworks blockchain, des formations de très haut niveau comme ça, c'est pas encore vulgarisé dans nos systèmes éducatifs. Donc, on a l'éducation, voilà, l'éducation de la masse, comment appréhender le nouveau paradigme, est-ce que les gens appréhendent l'ensemble de technologies autour de l'intelligence artificielle, est-ce que les gens voilà, ont bien cerné les pour et les contre. Donc, je pense qu'il y a encore un gros travail d'éducation à faire. On a la culture africaine, toute technologie, à mon humble avis. Je suis un technologiste, mais je pense que la technologie trouve des environnements culturels établis avec des pratiques et des mœurs. Maintenant, le challenge, c'est de voir comment la technologie évolue avec ces environnements culturels ancrés et comment elle peut trouver des formules pour que les gens, à travers leur culture qu'ils pratiquent depuis des millénaires, s'adaptent à ces changements technologiques-là, dont la culture peut être considérée entre guillemets comme un frein gérable. Le cycle d'adoption de l'innovation par les pouvoirs publics et le secteur privé, qui est encore pas à la vitesse à laquelle ça devrait aller. Et voilà, parfois, ce qu'on constate malheureusement, c'est que le secteur privé, même parfois, est parfois très réfractaire à l'innovation. Et puis, voilà, pour le secteur public, c'est un fait établi parce que l'industrie va très vite et c'est très difficile que les pouvoirs publics suivent la vitesse à laquelle va l'innovation. Donc, je pense qu'il y a une grosse responsabilité du secteur privé d'appréhension de l'innovation de manière structurelle dans leur stratégie et voilà, et de définir des politiques d'action qui permettent d'appréhender l'innovation et de mettre l'environnement en place au niveau de leurs entreprises pour que les gens puissent s'exprimer, puissent appréhender l'innovation et l'utiliser pour apporter de nouveaux modèles. Donc, en conclusion, voilà, je viens d'un pays bilingue, donc je vais quand même avoir une phrase en anglais au moins dans ma présentation. Whereas most technologies tend to automate workers through the periphery doing menial tasks, blockchain automate away the center. Instead of putting the taxi driver job out of a job, blockchain puts Uber out of a job and lets taxi drivers work with customers directly. Donc, vous voyez cette expression qui attaque beaucoup de, beaucoup de secteurs structurels de l'économie numérique, notamment les plateformes. Donc ici, ça c'est une citation de euh, Vitalik, le fondateur de Ethereum, donc qui attaque les plateformes, sous-entendant que la blockchain peut effectivement récupérer, parce que vous savez, environ plus de 60% de l'économie mondiale actuellement est possédée par les plateformes. Donc, ça veut dire que les plateformes, les 10-20 dernières années, ont eu une percée fulgurante et un montant incroyable de revenus qu'elles ont générés. Et Vitalik ici attaque les plateformes en sous-entendant que la blockchain peut réinverser l'influence des plateformes et la remettre au niveau des participants de l'industrie. Donc, c'est une réflexion extrêmement profonde. Je l'ai mis sur la fin de ma présentation pour que les uns et les autres voilà, mènent quelques réflexions parce que je veux quitter sur une note assez pensive. Donc, il attaque ici les plateformes, il attaque les business models et il attaque les paradigmes établis. Parce que ce qui est établi, c'est que
60% environ de l'économie mondiale aujourd'hui est portée par les plateformes. Donc, il attaque des choses extrêmement établies et structurelles. Et voilà, et c'est ce type de questionnement que je suggère que nous ayons sur l'Afrique pour pouvoir cerner les ins et les outs et puis définir des politiques publiques qui nous permettent de mieux appréhender cette technologie. Donc, sur ce, je vais remercier l'assistance, remercier l'organisation d'Africa Now. Je suis extrêmement fier d'avoir participé à ce forum et je suis ouvert, vous avez à toute question. Je remets mon micro à l'assistance et je reste ouvert jusqu'à la clôture de ma séance. Merci beaucoup. L'assistance, vous êtes là? Oui, Monsieur Guetti, nous avons reçu donc deux questions donc sur le chat. La première question, c'est comment l'Internet des objets connectés peuvent être utilisés pour monétiser les données collectées. Donc, je vous ai envoyé les deux questions en message. Si vous pouvez donc répondre à nos chers participants. D'accord, ça marche. Un instant, je bascule. D'accord. Comment l'Internet des objets peut être utilisé pour monétiser les données collectées? Oui, absolument. Donc, en fait, l'Internet des objets, c'est effectivement le paradigme qui confère une sorte d'unicité d'usage de business model entre plusieurs appareils avec des personnes sous-jacentes qui les manipulent, que ce soit au niveau des connecteurs, des capteurs, des sensors, avec des algorithmes, ou bien que ce soit au niveau des smartphones avec des personnes physiques. Donc, quand on prend ce paradigme de cette approche-là, on se rend compte très rapidement qu'il y a un problème de gouvernance de données. Par exemple, si on est dans un paradigme d'Internet des objets établi par une ville, par exemple, si une ville construit un ensemble de capteurs, capteurs de mouvement, capteurs de dépassement du feu, capteurs voilà, elle collecte ces données. Et maintenant, quand on parle de gouvernance de données, il y a les points de collection. Donc, les points de collection, c'est le départ potentiel de tout business model ou d'interaction. C'est-à-dire que la ville qui va connecter, dans mon exemple, par exemple, les données, va se retrouver avec des points de collection qui génèrent des données qu'elle collecte. Et à partir de là, la gouvernance, une fois de plus, va dire, est-ce que la donnée appartient à Monsieur Lambda? Est-ce que la donnée appartient à la ville? Est-ce que la donnée doit appartenir à la ville? Maintenant, si oui, la ville est libre de générer des business models autour de ces données. Par exemple, euh, si une société s'installe et a besoin d'un certain nombre de données, voilà, elle peut voilà, utiliser des données à la disposition de la ville qui peut monétiser ça. Et ces données deviennent une sorte d'asset public, c'est-à-dire ça devient des assets de la ville que la ville peut monétiser pour voilà, faire des rentrées qui puissent permettre à la ville de réinvestir dans le contexte de la ville. Donc, je pense que c'est possible effectivement de monétiser la collection de données et comment? C'est un, d'installer un système de gouvernance qui permet de définir les rôles, les actions et les appropriations des flux de données. Et puis après, une fois que c'est établi, partir de là pour pouvoir effectivement trouver des participants tiers qui puissent utiliser les données pour une meilleure prise de décision. À partir de là, les données peuvent être monétisées. Merci. La deuxième question, c'est quels sont les rôles spécifiques des énergies renouvelables dans la blockchain? Et ces rôles sont vraiment importants parce que quand on voit les challenges climatiques et les risques
climatique même, si je peux dire ça comme ça, on se rend compte très rapidement que les énergies renouvelables seront une bouffée d'oxygène pour la technologie blockchain elle-même, parce que elle est extrêmement énergivore, notamment les blockchains utilisant la preuve de travail comme algorithme de consensus, dont le rôle spécifique des énergies renouvelables, c'est d'apporter une offre énergétique supplémentaire à la base et puis d'apporter carrément une offre énergétique alternative. Ça veut dire qu'à terme, si elles sont stables, on peut décommissionner carrément les énergies qui utilisent une empreinte carbone pour rester uniquement sur les énergies renouvelables. Donc, elles peuvent avoir un rôle spécifique, exclusif, dans le cadre où elles sont bien expérimentées et peuvent démontrer une certaine évolutivité en fonction de l'évolution des usages et de la masse critique de personnes sur le framework blockchain. Merci infiniment pour votre réponse, Monsieur Negeti. Donc, je vois qu'il y a Monsieur Serge qui veut intervenir avec nous. À vous la parole. Bien. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Armand Gaëtan-Guetti, et merci pour la belle présentation. J'ai une question, mais en même temps également un petit commentaire. J'ai compris, après votre présentation, qu'au jour d'aujourd'hui, une partie importante, ou alors un rôle important que la technologie blockchain a à jouer, c'est effectivement sur la sécurisation des données, si j'ai bien compris. Et on sait aujourd'hui que l'Afrique, de façon globale, a cette vulnérabilité. Donc, je pense effectivement que si aujourd'hui, on a un outil comme celui-là qui permettrait non seulement aux États, mais à l'intérieur même des économies, de pouvoir garantir une forme de sécurisation des données, parce qu'aujourd'hui, ce serait très bien, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le facteur effectivement de protection des données est celui qui permet à la plupart des économies effectivement d'évoluer, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire de façon globale. Donc, je voulais déjà le noter ainsi. Mais j'avais une question. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tel que vous regardez le développement de l'Afrique, est-ce que l'Afrique a les moyens aujourd'hui, non seulement de se doter de cette technologie, et surtout de l'exploiter de façon efficace? Est-ce que vous pensez que l'Afrique aujourd'hui, vu ce que nous connaissons en termes d'avancée, même en termes de taux de pénétration de la technologie Internet, est-ce qu'aujourd'hui, on a véritablement les moyens pour pouvoir exploiter ou alors tirer le meilleur parti de cette technologie aujourd'hui en Afrique? C'était ma question. Merci. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup. C'est une très, très bonne question. C'est une question fondamentale. Une question fondamentale qui touche même le pourquoi de tout. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique a son destin entre les mains et je crois que l'Afrique a les ressources de pouvoir appréhender le framework blockchain et je crois que tout va se jouer au niveau de l'implication réelle et sincère des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont un levier très, très important dans l'orientation des stratégies et des actions qui sont censées mener à un développement économique durable. Je crois qu'il faut une grosse prise de responsabilité des pouvoirs publics. Je pense qu'il faut de grosses prises de risques et je pense qu'il faut des méthodes très innovantes et participatives pour décentraliser un peu l'appréhension et l'adaptation du framework au niveau de tous les aspects que j'ai présentés aujourd'hui. Dans mon humble avis, il faut une très grosse responsabilité, engagement sincère des pouvoirs publics. Et puis, il faut que les pouvoirs publics soient capables de laisser un peu du lest, de partager un peu. Il faut partager un peu avec l'écosystème parce que c'est une technologie qui ne peut pas reculer. C'est un framework technologique, donc c'est établi. C'est établi, donc ça ne peut pas reculer. Je pense qu'il faut des décisions fortes
et il faut surtout une implication sincère. Dans la plupart des cas, en Afrique, on voit plus du suivisme, des gens qui parlent de blockchain parce qu'ils ont entendu à Davos, on a dit la blockchain, et ils répliquent. Mais en réalité, c'est pas sincère et c'est pas adossé sur une stratégie structurelle de développement. La présentation que j'ai faite aujourd'hui, c'est une présentation orientée macro et très profonde qui peut être voilà, assimilée à une sorte de guide qui permet d'ancrer l'approche blockchain au niveau structurel, même au niveau de la stratégie de développement. Et puis, quand c'est fait ainsi, les moyens suivent, que ce soit les moyens étatiques, que ce soit les moyens para-étatiques, que ce soit les moyens du secteur privé, ça suit. C'est mon humble avis. Merci. Merci, merci. Donc, on laisse la parole aux autres participants si vous avez d'autres questions pour notre cher panéliste. D'accord. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous remercier infiniment pour cette magnifique présentation, Monsieur Nguetti. Je vous donne la parole pour le mot de clôture. Merci beaucoup une fois de plus, Eve. Merci à l'organisation de Africa Now. C'est avec un plaisir renouvelé que je me prête à l'exercice d'évoquer les sujets touchant les technologies et leur impact structurel au niveau des politiques macro. Je pense personnellement que la technologie blockchain est une opportunité exceptionnelle pour l'Afrique et je reste persuadé que avec une meilleure appréhension de la question par les pouvoirs publics et l'ancrage dans les politiques stratégiques de développement de la technologie et le partage de, de, de la stratégie et son intégration avec les milieux constituants de l'économie, notamment le secteur privé aussi, et les secteurs éducatifs, je pense que l'Afrique pourra avoir une maîtrise parce que de l'expérience que j'ai à l'international, beaucoup de pays sont dans la même situation, beaucoup de pays développés sont dans la même situation que l'Afrique et actuellement sont en train de définir des stratégies, sont en train d'ancrer la technologie dans leur développement, dans les planifications de leur développement structurel sur les 5, 10, 15 années à venir. Donc, l'Afrique aujourd'hui, s'il y a des prises de position fortes des décideurs, tout de suite, l'Afrique peut se mettre au même niveau que ces pays-là qui sont aussi en voie de trouver la formule. Et je crois que c'est maintenant ou jamais. Et voilà, c'est toujours un plaisir. J'invite tout le monde, au moins du moins les Camerounais qui sont connectés ici, à nous rejoindre. Bientôt, nous allons lancer le membership officiel de la Blockchain Association of Cameroon, dont je suis le fondateur et président national. J'invite tout le monde à nous rejoindre ensemble. Nous pouvons travailler pour trouver des voies et moyens d'adresser ces questions structurelles pour le développement de notre pays et du continent. Merci. Merci infiniment, Monsieur Nguetti. Merci à tous les chers participants de cette session. Donc, j'espère que vous allez rester branchés. Il y a une autre session qui commence dans 10 minutes. Donc, je vous remercie tous. Bonne journée et à plus tard. Merci, au revoir. Merci. Bye bye.